Good Morning Business, le grand entretien. Et on vote à partir d'aujourd'hui en Inde dans le cadre d'élections générales pour élire le Premier ministre. Notre invité ce matin, c'est Jean-Luc Racine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, expert de l'Inde. Vous avez dirigé le Centre culturel français de Calcutta. Ces élections générales, elles durent 6 semaines. 1 milliard de personnes vont voter. On n'aura pas les résultats tout de suite. Il va falloir attendre. Narendra Modi a déjà fait 2 mandats. Il est bien parti pour un 3e. Il est bien parti pour un 3e. Bon, comme toujours, il faut faire attention aux prévisions, mais enfin, la marge prévue entre Modi et le principal parti d'opposition, le parti du Congrès, paraît satisfaisante. La vraie question, me semble-t-il, pour le moment, sans vouloir faire trop de pronostics, bien entendu, c'est que Modi a choisi, mais ça fait partie de la technique, de se définir un horizon quand même fort. Aux dernières élections, avec 37% des suffrages, il a eu 303 députés sur 543 dans la chambre basse du Parlement indien. Et là, de 303, il dit vouloir passer à 370. 370, c'est pas un chiffre innocent, ça rappelle l'article 370 de la Constitution qui permettait de supprimer l'autonomie du Cachemire, ce qui a été un des premiers actes fondamentaux de son 2e mandat. Tout est codé, hein. C'est un Premier ministre qui fait de la communication matin, midi et soir. Donc 370, ça paraît quand même beaucoup. Mais on est dans un système électoral qui fait uninominal à un tour, ce qui fait qu'il suffit d'arriver premier pour avoir le siège. Même si premier de combien? C'est ça la question. Il y a 8 candidats. Vous êtes premier avec 20%, c'est pas grave. Vous êtes premier, donc vous êtes élu. Donc ce système, évidemment, favorise des distorsions. Par exemple, en 2019, le BJP, le parti de Narendra Modi, avait 37% des voix et donc plus de 300 députés. Le parti du Congrès avait un peu moins de 20%, mais avec une 50aine de députés. Donc c'est un mode de scrutin, hérité des Britanniques d'ailleurs, qui peut ça favorise le gagnant en quelque sorte. 10 ans de pouvoir de Narendra Modi, 2 mandats. L'Inde n'est plus le même pays qu'il était quand il est arrivé, avec un développement évidemment des infrastructures, une économie qui s'est transformée. C'est ça son bilan face à un chômage quand même toujours présent? Oui, alors évidemment, le bilan, il est double. D'un côté, il y a le bilan économique, sur lequel il y a des acquis et il y a aussi des critiques. Et puis, il y a le bilan politique. Quand vous dites, est-ce que l'Inde est la même? Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur l'état de la démocratie indienne. Est-ce que la démocratie indienne, est-ce qu'elle était ou est-ce qu'elle s'est amoindrie? Mais pour en revenir aux questions économiques, ce qui est clair aujourd'hui, donc ça a été évoqué tout à l'heure, en 2019, l'Inde a dépassé la France et le Royaume-Uni, tous les trois quasiment au même niveau de produit national brut. Là, l'annonce de Modi, c'est donnez-moi un 3e mandat et moi je ferai de l'Inde la 3e puissance économique du monde. En 5 ans, c'est pas tout à fait impossible puisque la moyenne indienne aujourd'hui de croissance, c'est entre 6,5 et 7,5%. Vu ce qu'est le niveau de la croissance japonaise et les problèmes économiques allemands, la question c'est où on se positionne par rapport à la Chine. Parce que c'est ça pour l'Inde. Et alors justement, quelles sont les forces de l'Inde par rapport à la Chine? On parlait du marché du médicament, par exemple, ce matin. Oui, l'Inde est un gros producteur de génériques, le principal. Mais cela dit, pour nourrir son industrie des génériques, il y a aussi besoin d'éléments chinois de pharmacie. Et d'ailleurs, les échanges économiques avec la Chine sont importants. Mais avec un déficit commercial monumental de plus de 100 milliards de dollars. Donc la compétition avec la Chine ne se joue pas évidemment à armes égales, puisque la puissance chinoise est 4 fois, ou un peu plus de 4 fois la puissance indienne. Mais l'objectif, c'est à la fois donc de se placer comme une grande puissance de demain. Le discours politique consiste à dire, nous sommes entrés dans des temps auspicieux,
je cite, et là, ça renvoie à un concept... Oui, c'est quoi un temps auspicieux? C'est le concept de la philosophie védique qui est repris en hindi, en sanskrit, dans les discours du Premier ministre, pour dire, à partir de maintenant, ça y est, on se développe, on se développe, on se développe. Et en 2047, pour le centenaire de l'indépendance de l'Inde, nous serons un pays développé. Je reviens au point fort vis-à-vis de la Chine. Vous disiez c'est pas simple, il y a encore des écarts. Par exemple sur la tech, est-ce que l'Inde justement continue de jouer son coup en devenant une usine de production technologique, notamment pour Apple qui commence à préférer l'Inde par rapport à la Chine? Là, il y a un coup à jouer. Alors il y a un coup à jouer, mais Apple par exemple, il s'agit de montage. Et par rapport aux entreprises qui délaissent un peu la Chine, il y en a pas mal qui préfèrent aller au Vietnam. Donc on peut avoir des effets d'annonce. Il y a Apple, Tesla envisage 2 à 3 milliards d'investissements. Elon Musk va venir là dans ces prochains jours. Elon Musk va évidemment rencontrer le Premier ministre. Donc ça affiche bien, si vous voulez. Mais la vraie question, elle est structurelle. C'est-à-dire que la spécificité de l'histoire économique indienne, c'est qu'on est passé d'une économie très largement agraire, on est passé finalement à une économie tertiaire du numérique en particulier, bien sûr, mais en négligeant un peu l'étape industrielle. Et c'est pour ça qu'un des problèmes majeurs de l'économie indienne, c'est que la croissance est satisfaisante, même si le parti du Congrès, dans l'opposition, dit de notre temps, dans les années 2004-2014, la croissance était plus forte, mais enfin... De fait, l'Inde fait partie des grands pays qui ont des croissances les plus fortes, mais c'est une croissance qui ne crée pas assez d'emplois. Oui, c'est ça, notamment chez les jeunes, avec un chômage des jeunes très élevé. Et donc, c'est assez significatif de voir que dans le programme électoral du BJP qui est sorti il y a quelques jours, c'est un long catalogue socio-économique pour les jeunes, pour les vieux, pour les agriculteurs, pour les pêcheurs, pour les artisans, pour les micro-entreprises, etc. On sent bien que le pouvoir a pris conscience qu'il pouvait être attaqué sur ce bilan derrière des chiffres flatteurs. Mais évidemment, les questions sociales, c'est important à la veille d'une élection. Merci beaucoup Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS, expert de l'Inde. On vote donc en Inde à partir d'aujourd'hui et pour 6 semaines.